La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel, chacun de nous, quelle que soit son appartenance politique. Chaque mois, jusqu'aux élections européennes, qui auront lieu le 9 juin 2024, les jeunes du studio Pref, de Préfaille, posent leurs questions sur l'Europe à des experts. Précisément à un moment crucial pour les peuples de la communauté. Objectif, mieux comprendre les enjeux des élections européennes. 3 défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. Aujourd'hui, Jean-Dominique Giuliani nous parle de l'histoire de l'Europe. Bonjour à toutes et à tous, 4e émission de l'Europe Comment ça marche, réalisée par le studio Pref de Préfaille et produite par Jade FM. C'est Lily et avec moi en plateau, Véronique Auger. Bonjour Véronique. Bonjour Lily. Vous êtes journaliste et je suis également avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Elliot. Bonjour Elliot. Bonjour. Bonjour Hector. Bonjour. Et bonjour Titouan. Bonjour. Dans cet épisode, les jeunes du studio Pref de Préfaille se posent des questions sur l'Europe. Et pour leur répondre, nous avons d'ailleurs au téléphone Jean-Dominique Giuliani. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur de la Fondation Robert Schuman, laboratoire d'idées créé en 1991 suite à la chute du mur de Berlin. Et on vous remercie d'avoir accepté de participer à notre émission. C'est un plaisir. Je le disais, vous êtes le président d'honneur de la Fondation Robert Schuman, avec un N, évidemment, il faut faire attention. Robert Schuman, qui, comme Jean Monnet, est un des pères fondateurs de l'Europe. Alors, sans même aller à l'école, ces noms nous sont très vite familiers. À Pornic, aux alentours du centre commercial de l'Europe, on passe dans la rue Robert Schuman avant de tourner dans le boulevard Jean Monnet. C'est pareil dans le Pays de Ré, dans toute la Loire-Atlantique et en France. On a tous un jour marché dans une rue portant leur nom. Camille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Fondation Robert Schuman. Pouvez-vous nous dire qui il était ? Robert Schuman était le ministre des Affaires étrangères de la France. Il a été, après la guerre, pendant plus de 4 ans, jusqu'en 1953. Et il a marqué l'histoire de notre pays parce que le 9 mai 1950, il était donc ministre des Affaires étrangères de la France, il a fait une proposition qui a changé le cours de l'histoire de notre continent. Nous étions en 1950, 5 ans après la fin des combats en Europe, une guerre épouvantable qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts, et nous nous étions affrontés avec l'Allemagne qui était désormais vaincue. Nos pays étaient plus ou moins ravagés par la guerre et se disputaient encore pour savoir si on allait autoriser l'Allemagne à produire du charbon et de l'acier, qui avait servi à faire beaucoup de canons et de tanks, et comment nous aurions pu essayer de relever l'économie et la société de nos pays après un conflit de cette ampleur. Et donc il a changé le cours de l'histoire parce que, après avoir beaucoup travaillé avec Jean Monnet, qui était le commissaire au plan à l'époque, et qui était un homme imaginatif, qui avait beaucoup d'idées novatrices, il a proposé de partager la production du charbon et de l'acier, de la placer sous l'égide d'une autorité commune entre la France et l'Allemagne d'abord, ouverte ensuite à tous les autres pays européens qui le voulaient, pour essayer de remettre sur pied la production de ces biens alors essentiels à la reconstruction de nos pays. Et donc, dans un climat qui suivait la guerre et qui était un climat où encore des drames humains, les morts, les prisonniers, les haines qui avaient pu en découler, le fait de tendre la main à l'ennemi vaincu et de lui dire on va travailler ensemble pour faire en sorte de se relever tous ensemble, c'était quelque chose de vraiment très audacieux. Il a d'ailleurs été critiqué par une minorité
mais il a été soutenu par une majorité de citoyens qui ne voulaient plus de la guerre qui avait ravagé 2 fois le continent européen. C'est donc pour ça qu'on appelle Jean Monnet et Robert Schuman les pères fondateurs de l'Europe. C'est parce que, en proposant cela, qui allait déboucher sur un traité en 1951, le traité de Paris, nous prenions le chemin d'une Europe que nous connaissons encore aujourd'hui et qui choisit de travailler ensemble quand elle n'arrive pas, quand nos pays n'arrivent pas à résoudre tout seuls leurs problèmes essentiels. Tito, on vient juste d'en parler un petit peu, mais il y a aussi donc la rue Jean Monnet. Oui, c'est qui Jean Monnet? Oui, bien sûr, Jean Monnet était le commissaire général au plan en France. Il avait une équipe autour de lui de très haute qualité, et après avoir beaucoup travaillé, avoir travaillé y compris pendant la guerre, j'avais proposé à Robert Schuman cette idée. Robert Schuman, le 9 mai 1950, l'a fait adopter par le Conseil des ministres de la France et la propose à ses partenaires après avoir quand même pris la précaution de s'assurer que nos principaux partenaires européens, dont l'Allemagne, recevraient cette proposition positivement. Elliot. Le général de Gaulle est une figure très connue pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et dans l'après-guerre, mais qu'a-t-il fait pour l'Europe à ses débuts? Eh bien, le général de Gaulle, c'est l'homme qui incarnait la résistance. Quand la France, en 1940, a perdu la guerre, il s'est opposé aux conditions de l'armistice, exilé et rejoint par beaucoup de Français au Royaume-Uni pour relever en quelque sorte la France et la participation de la résistance sous son égide a permis à la France de s'asseoir en quelque sorte à la table des vainqueurs alors que nous avions perdu la guerre. Et bien sûr, son propos, le propos du général de Gaulle, c'était d'abord de redonner à la France tout son rôle sur le continent européen. Avant la guerre, elle était pratiquement le pays le plus riche, avec la démographie et l'armée les plus importantes. Et donc son propos au début n'était pas très européen. Il était d'abord de redresser la France. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir en 1958, il entérine en quelque sorte ce grand virage pro-européen pris par la France. Il l'assume, il le critique un peu dans certaines de ses modalités, mais en fait il l'accepte. Et tous les présidents de la République, élus depuis au suffrage universel, l'ont tous endossé, accepté, développé. Et donc l'engagement européen, qui au départ n'était pas évident, qui, même pour le général de Gaulle, s'était un peu opposé à cette idée de redonner à la France toute sa puissance, et finalement est devenu un engagement européen de toute la France. Et aujourd'hui encore, on le voit avec un président que nous avons qui est très européen. Hector, tu as une question? Oui, bonjour. Bonjour. On a trouvé uniquement des noms de rues avec des hommes, mais qu'en est-il des femmes? Eh bien, à cette époque-là, nos sociétés étaient encore très machistes. Mais vous avez vu que les choses ont beaucoup évolué. Vous savez, le droit de vote des femmes, c'est le général de Gaulle qui l'a donné, et donc en France très tardivement. Aujourd'hui, l'Europe est gouvernée par des femmes. Madame Ursula von der Leyen est présidente de la Commission européenne. La présidente du Parlement européen, Madame Roberta Metsola, une Maltaise, est bien sûr une femme. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, est une femme. Et puis la présidente de la Banque européenne d'investissement est aussi une femme, Madame Calvino, une Espagnole. Donc ce n'est pas un hasard, parce que le droit des femmes, c'est quelque chose qui figure dans les traités européens, dans l'article 2 du traité d'Union européenne. On se fixe comme objectif la parité, et donc tout le retard que nous avons en ce domaine-là, on peut dire que l'Europe le franchit très rapidement,
Et même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, l'Europe est quand même le continent des femmes. Dirigé aujourd'hui par des femmes, c'est plus qu'un symbole, c'est aussi parce que la condition féminine, par rapport à d'autres continents, est bien meilleure, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours améliorer. Merci. Il y a beaucoup de noms de rues qui font référence à des personnes qui ont marqué l'Europe, mais il y a aussi d'autres noms de rues qui font référence à l'Europe, qui ne sont pas avec des noms de personnes. Qu'est-ce que tu as trouvé, Hector ? Moi, j'ai trouvé la rue du traité de Rome et j'aimerais bien en savoir plus sur ce traité et que fait-il actuellement pour l'Europe ? Eh bien, le traité de Rome, c'est le traité qui, en 1957, en mois de mars 1957, après le premier traité dont je parlais, le traité de Paris de 1951, va plus loin que la simple mise en commun du charbon et de l'acier, et qui crée un véritable marché commun. C'est donc, après une conférence de tous les 6 pays fondateurs de la communauté européenne à l'époque, on décide d'aller plus loin, de créer un marché ensemble, d'avoir un tarif douanier commun, de créer la politique agricole commune, de créer une véritable communauté pour gérer l'économie en commun. Ce traité de Rome, c'est le traité fondateur de la communauté européenne qui, au fil de plus de 10 autres traités depuis, jusqu'au traité de Lisbonne, a organisé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Merci beaucoup. Une question d'Eliot. En quoi le traité de Maastricht nous est-il utile aujourd'hui ? Le traité de Maastricht, en quelque sorte, non seulement il renforce l'organisation du marché commun dont on vient de parler, mais il jette les fondements, d'une part, de la création de l'euro, une monnaie commune pour un marché commun, et il organise aussi toute une série de sujets qui vont connaître depuis 1992 des développements parfois inédits. On le voit par exemple, on jette les bases dans ce traité d'une politique étrangère et de sécurité commune. Et vous voyez bien aujourd'hui, alors qu'à l'Élysée sont réunis une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement d'Europe pour examiner comment soutenir l'Ukraine, combien cette politique étrangère et de sécurité commune, qui n'est pas encore tout à fait unique, qui n'est pas encore tout à fait commune, combien elle a progressé et combien les Européens ont pris l'habitude de travailler ensemble. Il y avait dans ce traité d'autres dispositions, comme par exemple des avancées en matière de lutte contre la criminalité, avec le partage des compétences et du travail de nos polices, de nos justices, des traités qui sont juridiquement toujours très compliqués, mais en fait très simples à comprendre, puisque chaque fois, ils permettent à nos États de travailler un peu plus ensemble. Elliot ? Il me semble que cela acte le début de la citoyenneté européenne. Je pense qu'on passe de la communauté à l'Union européenne, et c'est le début de ce transfert, c'est-à-dire une volonté de s'unir encore davantage. D'accord, merci. Titouan. Et le traité de Lisbonne, c'est quoi ? Le traité de Lisbonne, c'est le dernier traité que l'Union européenne a adopté, que les pays ont adopté, qui va encore un peu plus loin dans l'organisation progressive de cette intégration européenne, c'est-à-dire du partage de ce que nos États n'arrivent plus à faire tout seuls et décident de faire ensemble. Je fais une petite parenthèse avant de répondre précisément à la question. Aujourd'hui, vous voyez bien à quoi ressemble le monde. Il y a de grands continents, des États-continents, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres qui ont une taille immense par rapport à nous, qui sont 2 fois plus grands que le territoire de l'Union européenne. Et sur le territoire de l'Union européenne, nous avons beaucoup de petits États, petits par la taille,
mais grands par les traditions, par l'identité. Et donc, l'idée de travailler ensemble s'impose naturellement pour faire face à tous les problèmes du monde. Et donc, le traité de Lisbonne, lui, va encore un peu plus loin dans l'intégration, en créant, par exemple, une sorte de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui s'appelle un haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune, et qui permet de commencer à parler des problèmes de sécurité et de défense. Il intègre un peu plus toutes les politiques qui avaient été rajoutées au fil de ces 10 traités et on fait des politiques vraiment européennes. Par exemple, les accords de Schengen qui règlent la libre circulation entre nos États et la protection difficile de nos frontières extérieures deviennent désormais une politique européenne à part entière, avec toute une série de nouvelles précisions qui résultaient d'un long travail d'élaboration d'une constitution européenne qui n'a pas été adoptée par la France et par les Pays-Bas, et qui donc a dû donner lieu à un autre traité un peu différent, mais qui reprend certaines des idées de ce travail, qui détermine très précisément et de manière très claire quelles sont les compétences de l'Union européenne, quelles sont les compétences qu'on lui a complètement déléguées, quelles sont les compétences qu'on partage avec elle et que les États gardent, et quelles sont les compétences que gardent nos États. Merci. Camille? Et enfin, pour finir, parmi tous ces traités, quel est celui qui vous semble le plus important? C'est difficile à dire, évidemment. Ils sont tous très importants. Mais comment dirais-je, j'ai évidemment un coin du cœur pour le premier traité. En fait, le traité de Paris, 1951, et peut-être aussi le traité de Rome de 1957, car ce sont les deux axes fondateurs d'une Europe qui fonctionne d'une manière complètement unique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire humaine de pays qui décident de s'associer, puis de s'unir sans se faire la guerre. Et c'est la première fois. Et c'est donc ces deux traités qui, en quelque sorte, expliquent toujours comment fonctionne l'Union européenne. Vous savez, quand on regarde, et quand vous regarderez comment ont été fondées les grandes fédérations dans le monde, les États-Unis, la Russie, le Brésil, l'Inde, chaque fois, pour s'unir, les États plus petits, pour se créer un ensemble politique plus grand, sont passés par des guerres civiles et se sont affrontés. Celle qu'on connaît le plus, c'est la guerre de sécession aux États-Unis. Toutes ces guerres ont été cruelles. Nous, Européens, nous avons connu en quelque sorte nos guerres civiles pendant des siècles, et puis nous avons décidé par ces deux traités de fonder une communauté qui repose sur le principe du partage de nos intérêts. C'est-à-dire, c'est la phrase du Robert Schuman du 9 mai 1950, l'Europe ne se construira pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se construit par des réalisations concrètes, créant une solidarité de fait entre nos pays. Et aujourd'hui, vous voyez bien que pour résoudre les grands problèmes de notre pays, que ce soit des problèmes agricoles, que ce soit les problèmes industriels ou les problèmes de sécurité, nous avons beaucoup de mal à le faire tout seul parce que notre pays est plus petit que les grands continents que sont la Chine, les États-Unis et même l'Inde ou des autres. Et donc, petit à petit, nous allons à Bruxelles, nous allons où siègent les institutions européennes, nous allons à Strasbourg où siège le Parlement européen, et nous proposons de résoudre ensemble les principaux problèmes que nous devons résoudre pour satisfaire les citoyens qui attendent que les collectivités publiques, l'État, l'Europe, les mairies, les conseils régionaux résolvent les problèmes de la vie de nos concitoyens. Et donc ces deux traités, évidemment, j'ai un coin du cœur pour eux, parce que c'est eux qui fondent à la fois cette volonté et à la fois cette méthode un peu particulière de faire un peu les choses à l'envers pour éviter d'avoir la guerre. Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani d'avoir répondu aux questions des jeunes du Studio Pref sur l'Europe.
Questions très pertinentes. C'est moi qui les remercie. Merci à Véronique Auger, Camille Titouan, Hector et Elliot qui étaient en plateau aujourd'hui pour poser leurs questions. C'était une émission réalisée par le Studio Pref, encadrée par Véronique Auger, Jules de Kiss et Gilles Daccord-Muet, que nous remercions pour leur confiance, et produite par Jade FM. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous.